On est en 2017, je viens de signer mon premier CDI à 19 ans, grave erreur, ne faites jamais ça, Emmanuel Macron entame son premier mandat, et perso je suis en doomscroll sur les sites de streaming d'animés pour trouver un truc à regarder. Les miniatures et les titres se mélangent dans ma tête quand tout à coup, un titre se démarqua des autres parce qu'il était en français. Ce titre c'est Les Fleurs du Mal. Intrigué, je me dis, pourquoi pas lui donner une chance? Ce que je ne savais pas c'est que j'allais faire la rencontre d'une des œuvres les plus importantes de ma vie, par aujourd'hui, mon auteur de manga préféré. Je lance le premier épisode, et il est alors impossible pour moi de décrocher. Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi raconte l'histoire de Takao Kasuga, un jeune lycéen tout à fait banal à une exception. Il est persuadé d'avoir vécu une épiphanie après sa lecture des Fleurs du Mal de Baudelaire. Il est amoureux de la fille populaire de la classe, Nanako Saiki, qui a tout pour elle, popularité, beauté et gentillesse. Alors que Takao et ses amis étaient sur la route pour rentrer chez eux après une journée de cours parfaitement ordinaire, ce dernier rebrousse chemin pour récupérer son livre fétiche qu'il a oublié en classe. La salle était vide, le bruit habituel de l'école avait laissé place à un silence particulier, le soleil était bien bas dans le ciel, signant pour tous une journée de plus passée dans l'enfer du quotidien. Des pulsions inaudibles prirent possession de Takao, n'attendant qu'un signe extérieur pour exploser. Les affaires de sport de Nanako Saiki venaient de tomber au sol. Malgré ses tentatives pour rationaliser ses idées impures, Takao s'empara des affaires de la fille sur qui il fantasmait. Le vol finit par s'ébruiter dès le lendemain, et il n'y avait qu'un énorme pervers pour oser faire un truc du genre. Se rendant compte du monde dans lequel il venait de rentrer, Takao ne put s'empêcher de remettre la faute sur le monde pourri qui l'entoure, rendant la normalité responsable de sa déviance naissante. En feignant de fuir ses responsabilités, il tombe sur Sawa Nakamura, une marginale de sa classe. Takao ne le savait pas, mais elle était là. 春日くん、私ね、私見てたんだよ。春日くんが佐伯さんの体操着盗んだところ。バラされたくなかったら早く走って。 Sa camarade de classe va alors le faire chanter. Soit tu m'obéis, soit je révèle ta faute, avec comme promesse finale de lui faire accepter son vrai visage. Il est facile de pondérer ce synopsis en le ramenant à deux questions simples. Que ferions-nous pour dissimuler nos parts d'ombre, et est-ce pour autant que je ne dois pas les accepter? Cette trame narrative va évoluer en même temps que les personnages, et nous finissons par accepter qu'ils sont tous moralement gris et donc finalement tous très humains. Dans la préface du premier tome, Oshimi dédie cette œuvre à toutes celles et ceux qui ont souffert des affres de l'adolescence. Pour moi, c'est un peu réducteur, car cette œuvre s'adresse aux personnes qui souffrent d'être des marginaux dans tous les sens du terme.
Et c'est cette clé de lecture qui fonctionne pour quasiment l'entièreté des œuvres de l'auteur, à l'exception du très mauvais Happiness, qui a bénéficié d'une popularité que je ne m'explique même pas. Vous le voyez depuis tout à l'heure, Les Fleurs du Mal est animé en rotoscopie. Les scènes sont jouées d'abord par de vrais êtres humains avant de redessiner par-dessus. L'intention mise par la mise en scène d'origine, c'est-à-dire comment ont été filmés et découpés les plans d'origine, s'additionne alors à la manière dont les dessins en rotoscopie sont faits. À l'instar de l'animation plus traditionnelle, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la rotoscopie. Ici, le choix a été fait de ne faire que des aplats de couleurs sans ombre, en esquivant le moins possible l'aspect japonais des personnages. Les mouvements sont toujours retranscrits avec une espèce de saccade dépendant du nombre de frames que l'on accorde au dessin par frame du plan original, et cela donne un aspect inconstant qui appuie un sentiment de malaise général provoqué par tout un tas d'autres aspects que l'histoire et les personnages. Il faut bien le dire, ce choix de la rotoscopie et ce qu'en a été fait était indéniablement le meilleur choix possible pour traiter les sujets que traite le manga d'origine. Les décors, quant à eux, sont dessinés à la main, dans un style rappelant la peinture à l'exception de certains props qui nécessitent une interaction avec le personnage. Outre la qualité évidente du résultat final, l'on remarque des détails particuliers qui ne pouvaient être des détails qu'à condition que ces dessins soient dans ce style. Ici, par exemple, le miroir est sale, taché et une espèce d'usure se voit sur le bas de celui-ci. Tous les détails que l'on voit partout renforcent à la fois l'aspect artistique et donc la tangibilité et la viscéralité de ce qui nous est raconté. Tout, absolument tout, est constamment magnifique, et certaines excentricités de mise en scène rajoutent un côté éthéré assez poétique, côté beaucoup plus mis en avant dans le manga tout de même. La musique, quant à elle, est atmosphérique, et il est très rare qu'elle serve à autre chose que souligner ce qui est déjà montré. Aussi, on y prête très peu attention, et personne n'irait s'enquiller la BO en flaque pour le kiff. Le segment musical se serait arrêté là s'il n'y avait pas eu les génériques d'ouverture et de fin. Les visuels de l'opening sont pour ainsi dire inexistants, un slideshow de crédit avec des morceaux de l'épisode à venir. La musique, Oshoujin, veut dire extraterrestre en français traduit de manière assez brute, mais il faut plus comprendre le terme extraterrestre comme un parangon d'anormalité plus que comme un vrai petit bonhomme vert. La musique est découpée en 4 segments, systématiquement introduits par un motif musical différent. Ces 4 segments sont chantés dans l'ordre par Sawa, Takao, Nanako, puis par Gunma, la préfecture où se déroule l'histoire qui est à considérer comme un personnage à part entière que les 3 personnages souhaitent fuir à leur manière. Vous doutez bien que si chaque segment est chanté par un personnage différent, il va raconter quelque chose de différent. Les paroles sont là pour caractériser l'état d'esprit de chaque personnage, pas spécialement pour résumer leur motivation. Aussi, lire les paroles permet de comprendre les personnages sur une strate plus métaphorique que le premier degré affiché par ces derniers. L'ending est dans un tout autre registre, jouant sur des sonorités lourdes, lorgnant sur du liminal, où la voix la plus audible est celle d'un enfant de maximum 12 ans. Ça raconte la stagnation dans laquelle nous aimons être, car confortable, mise en péril par les vents du changement qui viendraient arracher la façade que nous affichons à nos amis, notre famille et même à nous-mêmes. Car l'un des thèmes des Fleurs du Mal est cette pourriture provenant de notre inaction. Si nous n'agissons pas, rien ni personne ne viendra nous aider. Nous resterons ici, immobiles, dans une banalité déprimante et finirons par pourrir sur place. Nous ne réfléchissons plus, nous ne rêvons plus, et ainsi nous formerons les adultes que l'on méprisait pourtant autrefois. C'est une œuvre de quelqu'un qui comprend la marginalité, qui sait l'exposer et l'utiliser pour délivrer des choses que seuls les marginaux peuvent comprendre. Sawa Nakamura souhaite arracher le masque de Takao pour lui faire accepter le pervers qu'il est au plus profond de lui. Ne voyez pas le mot pervers, hentai en japonais, comme quelque chose de fondamentalement sexuel. Ici, il est utilisé pour traiter quelqu'un d'être anormal. Et même s'il est question de pulsion sexuelle quand Takao vole les affaires de Nanako, on se rend compte que l'insulter de pervers renvoie plus vers le côté être perverti par un vice bien plus profond que ce qui touche au sexe. C'est un être perverti par le masque de normalité qu'il affiche en dépit de celui qu'il est pour de vrai, et que nous sommes peut-être tous. Seulement voilà, l'anime comprend 13 épisodes alors que le manga comprend 11 tomes. Aucun tour de magie ne peut faire rentrer une histoire de 11 tomes dans un anime de 13 épisodes.
merde, à moins de s'appeler Promised Neverland saison 2, et d'être nul à chier. Aussi, l'anime ne raconte que la première partie de l'histoire se déroulant sur les 6 premiers tomes et un petit peu du 7ème. Et c'est normal, car la suite en manga est postérieure à l'adaptation animée. L'anime coupe à un moment opportun, permettant de créer de toutes pièces une fin fermée aux allures de bad ending, et pour ça il a fallu faire plusieurs compromis et squeezer des éléments très importants de l'intrigue. Ainsi, il n'y a pas vraiment de fin, ou tout du moins celle-ci est proprement incompréhensible pour quiconque n'a pas lu le manga. Quelqu'un qui n'a vu donc que l'anime n'aura pas le scope total de ce que l'auteur voulait raconter, ni une fin très satisfaisante. Je vous conseille donc davantage le manga. Certes, on perd une partie du malaise créé par le style graphique de l'anime, surtout que le trait de l'auteur n'est pas très bon au début du manga, même si on observe une très nette amélioration au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, mais on gagne la seconde moitié de l'histoire, et le dénouement et la résolution de tous les personnages. Vous savez, moi, je m'en bats les couilles qu'une adaptation diffère du manga tant que le résultat il est bon. Après tout, je suis beaucoup plus friand de la première adaptation de Fullmetal Alchemist que de Brotherhood, qui est pourtant fidèle manga. Ici, le résultat est excellent, donc il est difficile de pas vous recommander cette œuvre, et globalement tout ce qui gravite autour de Shuzo Oshimi, en particulier les liens du sang et Welcome Back Alice dont on parlera peut-être une autre fois. Oshimi est un auteur qui me parle énormément. Je n'avais jamais eu la sensation qu'un auteur pouvait extirper de ma tête des choses que je n'avais jamais verbalisées et pourtant acceptées. Outre son style de dessin qui a atteint au fil du temps une forme unique totalement au service des histoires qu'il veut raconter, c'est avant tout un être humain parfaitement faillible, étrange et donc unique. Lisez Les Fleurs du Mal, regardez son animé si vous voulez et intéressez-vous à cet auteur qui vous parlera peut-être autant qu'à moi. Par contre, matez pas le drama, lui il est nul à chier. Si les maisons de disques font partie des comités de production d'une série animée, ce n'est pas pour rien, la musique étant la durée de vie d'une œuvre dans la mémoire des gens. Avoir une bonne BO ou mieux, un opening ou un ending restant dans la tête et donc susceptible de faire vendre des CD ou de faire tourner du streaming, ça sert beaucoup au succès d'une œuvre. Soyez certain d'une chose, il n'y a pas une seule personne dans tout le processus créatif qui souhaite autre chose que de plier un classique. Le problème, vous le connaissez, c'est le temps et donc l'argent qu'on peut allouer à ça. Les visuels de l'opening, c'est peut-être ce qui passe en dernier dans le calendrier, donc c'est souvent une question de chance pour que tout arrive à s'aligner parfaitement pour créer quelque chose de mémorable. On a tous nos openings et endings préférés, mais il se passe quoi quand on a juste pas le temps ou pas l'argent? Les adaptations animées de Baki, c'est une très longue histoire remplie de rebondissements. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le second opening de Baki the Grappler, donc l'animé Baki qui était là avant les saisons commencées en 2018. Vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts. Not learning, only struck me. Once by tree, you can play. Got too much to tell you. I never knew I'd find you go. I don't want to let her go. She makes me feel a little special, yeah. I get you all alone. You gotta know, you gotta show. She never want to hide, never give so into herself. You gotta know, you gotta show. She never want to hide, never give so into herself. Alors, pour info, c'est sorti en 2001, la même année que Metal Gear Solid 2, un an avant l'opening de Ghost in the Shell Standalone Complex, et 3 ans après l'intro de Tekken 3. Sur internet, le peu de réactions qu'on retrouve oriente un consensus assez simple. Cet opening pue la merde, voilà, il pue la merde. Mais le truc, c'est que, moi, je l'aime beaucoup cet opening, et sans cynisme, c'est difficile à expliquer parce que, je suis pas un très grand mélomane, mais j'adore la musique que je trouve hyper catchy avec son anglais chanté par une japonaise qui galère à bien prononcer les mots là. Les visuels, même s'ils sont très moches, font preuve d'une rigueur assez précise sur la retranscription des mouvements. Au vu de la tronche que ça a, je pense pas me tromper en disant qu'ils ont utilisé de la motion capture, qui était pas si courant que ça à l'époque, qui était plutôt réservé à des productions qui avaient un peu plus de gueule, quoi. Alors le truc, c'est que mon laïus de tout à l'heure sur les maisons de disques, il était pas là au hasard. Donc vous voyez, d'habitude la maison de disques rack pour faire appel à un groupe ou à un chanteur bankable qui va assurer des revenus au comité de production presque indépendamment de la qualité du produit final. Et ils n'ont pas leur mot à dire sur ce à quoi va ressembler les images, les visuels ou quoi que ce soit. Faut juste qu'ils croisent les doigts pour que tout fonctionne. Et bien tout ce que je viens de dire, vous l'oubliez parce que pour l'animé Baki the Grappler, c'est bel et bien le label de musique avec une enveloppe de probablement 500 yens et un melon pan qui a eu la responsabilité de commander la musique, les visuels et surtout
toute l'adaptation animée. Avoir un label de musique comme responsable d'une production entière, c'est tendu, parce qu'un label de musique, c'est compétent dans la musique, pas dans l'animation. Ça paraît con de le dire, hein, mais bon, visiblement, ils étaient pas au courant. Et franchement, après vous l'avoir montré, moi je me demande, y a que moi qui kiffe le résultat final, ou...